le monde. Jamais elle n'a été plus belle, plus riche, plus puissante. Jamais l'Europe n'a cru autant en un avenir encore meilleur, et pourtant. Sarajevo, 28 juin 1914. L'archiduc héritier François-Ferdinand d'Autriche et son épouse sont assassinés par un nationaliste serbe. Un engrenage infernal vient de s'enclencher. À partir du 28 juillet 1914, les successions de guerre sont déclarées. À partir du 28 juillet, les déclarations de guerre se succèdent. L'Europe et le monde sont entraînés dans un cataclysme sans précédent. Nous vous proposons de partir à la rencontre de nos valeureux poilus, mais aussi de personnages célèbres ou anonymes qui ont vécu la Grande Guerre, des musiciens, des artistes, des écrivains, des femmes courageuses. Nous avons rendez-vous avec eux à travers leurs écrits et en musique, celles que les Français de l'époque aimaient écouter, jouer ou chanter au front ou à l'arrière. Et pour commencer cet hommage, donnons la parole au soldat Joseph Thomas. En 1915, il écrit à son jeune fils Armand, âgé de 15 mois, qu'il ne reverra jamais. À mon petit Armand, tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père. Et il souhaite qu'à l'avenir, les hommes soient meilleurs et que semblables choses ne puissent plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin et sois forcé de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux. Devenu un homme, sois du nombre de ceux qu'on appelle les honnêtes gens. Sois bon pour ton prochain et ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Si le destin te donne des épreuves à subir, sois courageux et tu les surmonteras, car je sens que tu suivras le chemin de l'honneur. En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais, mon petit fanfan, de grosses bises.
du mois d'août 1914, près de 4 millions de Français se retrouvent sous les drapeaux en quelques jours. Chacun pense que la guerre sera courte. Français et Allemands partent avec détermination au combat, convaincus que dans 3 mois, ils seront à Berlin pour les premiers, à Paris pour les seconds. Le chant du départ accompagne les pas de nos soldats. Malgré l'émotion et la tristesse de la séparation, tous manifestent un extraordinaire élan patriotique, empreint d'enthousiasme et de gravité. Écoutons le jeune Maurice Maréchal. Il est musicien, rien ne le destine à devenir soldat. Dans ses carnets de guerre, il écrit, le 10 août 1914. Que d'impressions depuis hier. Durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et en gare n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant de départ. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne le cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà, après-demain, dans 5 jours, peut-être les balles vont pleuvoir et qui sait? Oh, que m'est-il réservé? Et pourtant, il faut marcher, tant pis, je suis parti, ça y est, je ne peux plus revenir. Allons, ne nous amollissons pas, soyons gais, courageux, confiants.
réformé pour faiblesse de constitution, le célèbre compositeur Maurice Ravel multiplie les démarches administratives pour être incorporé à l'armée. Il écrit à un ami. Comme vous le prévoyez, mon aventure s'est terminée de la façon la plus ridicule. On ne veut pas de moi parce qu'il me manque 2 kilos. Il me manque 2 kilos pour avoir le droit de me mêler à cette lutte splendide. Je n'ai qu'un espoir, c'est qu'au nouvel examen que je vais passer, on finira par se faire au charme de mon anatomie. Mon frère a eu plus de chance. Il est automobiliste au 19e escadron du train. Il a un bel uniforme et une panhard toute neuve. Maurice Ravel réussit finalement à se faire engager. Il est envoyé près de Verdun en mars 1916 comme conducteur d'un camion militaire qu'il surnomme Adélaïde. La guerre a bien failli être courte. Début septembre 1914, les troupes allemandes ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Au prix d'un effort surhumain, les Français arrêtent l'invasion ennemie lors de la première bataille de la Marne. Le jeune sous-lieutenant Maurice Genevois, brillant normalien et futur académicien, écrira: Sans savoir que de ces jours poignants dépendait le salut du pays, nous avions fait dans la joie tout le sacrifice. Chacun des adversaires tente alors de contourner la ligne par le nord, sans parvenir à percer le front qui s'étire et se stabilise dans la boue de la mer du Nord aux Vosges, sur plus de 750 km. Dès l'automne 1914, des millions de jeunes soldats sont jetés du rêve d'aventure dans l'enfer de la guerre de tranchées. Cet enfer va durer près de 4 années. L'écrivain Henri Barbusse
témoigne de son expérience au front dans Le Feu, prix Goncourt 1916. C'est alors que le tonnerre est entré. Nous avons été lancés violemment les uns sur les autres par le secouement effroyable du sol et des murs. Ce fut comme si la terre qui nous surplombait s'était effondrée et jetée sur nous. D'autres explosions résonnent coup sur coup et nous poussent dans tous les sens. Le bombardement déchiquette et dévore l'asile de secours, le transperce et le rapetisse. Tandis que cette tombée sifflante d'obus martèle et écrase à coups de foudre l'extrémité béante du poste, la lumière du jour y fait irruption par les déchirures. On voit apparaître, plus précises et plus surnaturelles, les figures enflammées ou empreintes d'une pâleur mortelle. Les yeux qui s'éteignent dans l'agonie ou s'allument dans la fièvre, les corps empaquetés de blanc, rapiécés, les monstrueux bandages. Tout cela, qui se cachait, remonte au jour. Hagard, clignotant, tordu, en face de cette inondation de mitraille et de charbon qu'accompagnent des ouragans de clarté, les blessés se lèvent, s'éparpillent, cherchent à fuir. Toute cette population effarée roule par paquets compacts à travers la galerie basse, comme dans la cale tangente d'un grand bateau qui se brise.
L'enfer des tranchées ne se réduit pas aux intenses moments de terreur. Pas de chaud. L'ordonnance de Maurice Genevoix dans ceux de 14 résume leur triste sort. Aujourd'hui, la guerre, c'est ça. De la flotte qui tombe, des obus qui sifflent, et la vie au fond d'un trou, sans bouger. Et puis que ça, sans rien voir. Lieutenant Charles Delvert. On se fait à tout. Nous nous habituons à vivre dans des trous, comme les hommes des cavernes, à ne jamais nous laver, pas même les mains et le visage, à ne jamais nous déchausser. Louis Bénard. Les pours reviennent en colonne par 4 dès qu'il fait plus chaud. Quant aux rats, ils sont plus nombreux et plus gros que jamais. Louis Corti. On meurt de la boue comme des balles. Des blessés sont engloutis dans ce marais perfide. Nous vivons sous la boue. Nous voyons de la boue partout. Et des cadavres. Des cadavres. Et encore de la boue. Et encore des cadavres. On a appris à vivre dans la terre avant de mourir. Henri Barbus, dans le feu. Quand on apprend ou qu'on voit la mort d'un de ceux qui faisaient la guerre à vos côtés et qui vivaient exactement de la même vie, on reçoit un choc direct dans la chair, avant même de comprendre. C'est vraiment presque un peu son propre anéantissement qu'on apprend tout d'un coup. Les soldats ne meurent pas seulement sous le feu ennemi. Quelques-uns sont fusillés pour l'exemple, parfois injustement accusés d'avoir reculé devant l'ennemi, comme les 6 martyrs de Vingré le 4 décembre 1914. Le caporal Henri Floch est l'un d'eux. Sa dernière lettre est destinée à son épouse. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si, au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Nos soldats ont appris à tout endurer. Solidaires dans l'épreuve, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Le lieutenant Charles Delvert écrit dans ses carnets de guerre. Ils ne se plaignent pas, ils acceptent tout avec stoïcisme. Je leur disais aujourd'hui que la belle humeur faisait partie de leur devoir de soldats. Ils m'ont applaudi, et les hommes sont gais, une blague et ils sont remontés. Admirable en vérité, ces braves gens. Dans leurs lettres, les poilus ne racontent pas toujours leur guerre. Ils
cher vieux papa et ma petite maman. Enfin, le beau temps est venu, aussi, le soir, quand il n'y a pas de musique. Nous allons avec l'un de mes camarades dans un petit bois proche du village, cueillir des fraises. C'est tout à fait la vie de villégiature. Je vous embrasse bien fort, mes deux chéris. Votre fiston. Suivons les pas du fantassin Lucien Durozoir, combattant des tranchées. Violoniste virtuose, habitué des scènes les plus prestigieuses, il a 36 ans lorsque la guerre éclate. Lucien Durozoir écrit à sa mère des lettres du front en essayant de la rassurer autant que possible. Le 19 novembre 1914. Depuis 2 jours, à un temps très humide a succédé un froid très vif, 6 degrés au-dessous de zéro. Nous occupons la première tranchée, nous entendons le sifflement des balles au-dessus de nos têtes, sans aucun danger pour nous. N'était le froid, nous serions tout à fait bien. J'ai un fauteuil sculpté dans la glaise, tout à fait confortable. Je me porte très bien et je te prie de ne pas te tourmenter, car l'endroit où je suis n'est pas du tout dangereux. Quelques jours plus tard. Il y a un sujet dont je veux te parler. Ce qui m'ennuie un peu, car je ne veux pas t'effrayer. Mais maintenant que nous sortons des tranchées, les corps à corps sont fréquents. Il faut que tu sautes comme un chien sur ton adversaire. Il me faudrait des armes courtes. Je voudrais que tu m'envoies premièrement un couteau dit de chasse, coupant et acéré, et deuxièmement un pistolet automatique à 6 ou 7 coups et 25 cartouches. Ne t'effraie pas. Ce n'est pas parce que j'aurai cela que je m'en servirai, mais j'aime mieux les avoir. Le 7 juin 1915, lors de la seconde bataille d'Artois, Lucien Durozoir est à Neuville-Saint-Va, qui n'est déjà plus qu'un champ de ruines. Enfin, je puis t'écrire. Ce pays de Neuville est d'une horreur qui dépasse tout ce que l'imagination peut inventer. Il n'est pas détruit, il est écrasé, rentré sous terre. Plus de 300 000 obus ont éclaté sur nous et le pays. J'ai eu mon fusil brisé dans mes mains par une bombe, et tout cela avec les obus sifflants et éclatants sans arrêt jour et nuit, car nous sommes restés 7 jours sans dormir. Il y avait des centaines de morts gisant depuis plus de 3 semaines, et les blessés râlant et gémissant. Je ne sais comment je suis encore vivant, car je croyais bien ne jamais sortir d'un pareil enfer. La vie quotidienne du poilu, c'est aussi l'attente, la monotonie, le désœuvrement, comme l'exprime Panechon dans Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Quoi qu'on fout tout le long du jour, rien, rien et rien. Le temps vous dure à force qui est vide. C'est comme si on était devenu vieux. Très vite, le divertissement des troupes fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'administration militaire.
Le poilu Pierre Rullet écrit à un ami. L'exercice ne s'arrête pas, comme tu pourrais le croire, à l'exercice de la baïonnette et à la gymnastique. Non, il y a encore une troisième pause, et celle-là est consacrée au chant. Parfaitement, mon vieux. On nous fait chanter maintenant comme autrefois à l'école. La Marseillaise, le chant du départ et la Madelon. Donc, à la troisième pause, le moniteur de gymnastique se transforme en chef d'orphéon et tout le monde chante naturellement. Des concerts et des spectacles sont régulièrement programmés dans les zones de cantonnement. Œuvres du grand répertoire et musique de divertissement comme le tango, nouveau genre à la mode, se côtoient. Il est arrivé hier matin, dans un nouveau renfort, André Caplet, le prix de Rome, chef d'orchestre bien connu qui dirigeait à Boston. Il est malingre, a un œil abîmé.
Il fait partie de ces renforts douteux que nous recevons maintenant. Il faut vraiment avoir besoin d'hommes pour prendre des gens comme lui. Il paraît fort timide et neurasthénique. Il faut dire qu'il était désorienté de se trouver au front. C'est la première fois qu'il y venait. L'étonnant sergent Caplet s'adapte vite à sa nouvelle vie et se révèle plus téméraire que neurasthénique. Le compositeur Claude Debussy raconte. Tenez, je reçois des lettres d'un de mes amis, André Caplet, qui est agent de liaison du côté de Verdun. Cet homme joue depuis le matin jusqu'au soir avec la mort, et il trouve le moyen d'être plein d'entrain. Il est suivi dans les tranchées par un piano démontable. L'autre jour, il a été interrompu par une rafale de 105 qui a bien failli le rendre aussi démontable que son piano. Il a continué à quelques mètres sous terre. C'est un héros, n'en doutez pas. Séjour dans la fournaise de Verdun, Lucien du Rozoir et André Caplet, entourés d'autres musiciens soldats, donnent des concerts dans les baraques du théâtre aux armées, dans les églises, à l'hôpital, sur le front. Le jeune Maurice Maréchal les a rejoints. Il possède un drôle d'instrument, un violoncelle construit à partir de caisses de munitions par des soldats hellénistes. Dans ses carnets de guerre, Maurice Maréchal décrit un moment de poésie au cantonnement des Éparges. Dimanche, 6 août 1916. Soir. Dîner à la ferme d'Amblonville. La table, sous des arbres, à mi-hauteur sur une colline, près d'une source. Après le dîner, du Rozoir a joué des airs de Bach et nous écoutions assis un peu à l'écart. Devant nous, le ciel se fondait en couleurs diverses. Et les vieux airs de Bach étaient salués par des coups de canon. La décharge énorme de l'arrivée faisait songer au massacre possible. Mais tranquille et douce, une Sicilienne du vieux Bach continuait calmement. À la fin de la guerre, les chemins de nos amis musiciens soldats se séparent. En octobre 1918, Lucien du Rozoir écrit « Après 2 années de vie commune et de tous les instants, je ne puis oublier les bons moments et les 1000 souvenirs qui s'attachent aux lieux parcourus ensemble, dans cette vie misérable et pittoresque. L'amitié qui nous lie ne s'éteindra jamais.
août 1914, René Viviani, le président du Conseil, qui songe à une guerre courte, lance un appel aux femmes françaises, en fait aux paysannes, les seules dont il pense avoir un besoin urgent. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation, tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Vive la République et vive la France! Plus de 3 millions d'ouvrières agricoles et d'épouses d'exploitants, aidaient des jeunes enfants et des hommes âgés, s'attellent au travail des champs, non pas pour une moisson, mais pour les 4 années à venir. Césarine Pachou dirige désormais la petite exploitation familiale. Le 5 septembre 1914, elle écrit à son mari Joseph. Que de choses à se dire, que de conseils à te demander. Te dire d'abord qu'il y a 15 jours, les cochons s'étaient bien vendus à la foire, à 50 francs. J'ai déjà retenu le cousin pour les semailles si tu n'étais pas rentré. Je fais tout comme je pense bien faire, mais je voudrais que tu me dises ce que tu penses, si mes idées sont bonnes. Je pense à toi. Comme beaucoup d'épouses de poilus, Jeanne envoie souvent des provisions à son mari, le soldat Simon-Pierre Collet. Dans le colis, il y a 2 chèvres d'eau, 2 cuisses de lapin et une boîte de thon. Tu risques de te régaler. Je t'enverrai ton camphre dimanche avec une autre boîte de conserve. Émilie envoie de tendres lettres à son époux, le soldat Marcel Cibaud, le 1er mai 1917. Le ciel est clair et parsemé d'étoiles. Petites étoiles que peut-être dans une manœuvre de nuit, tu contemples au même moment que moi. Si ces petites étoiles pouvaient te porter ma pensée, cette nuit douce serait bien belle si tu étais près de moi. Peut-être un beau rêve viendra-t-il pour quelques instants charmer mes pensées. Peut-être croirais-je être encore à l'heureux temps où je t'avais près de moi. Je t'embrasse bien tendrement. Tout à toi, Émilie. Dès la proclamation de la guerre, les femmes revêtent en masse l'uniforme blanc. 70 000 bénévoles s'engagent rapidement aux côtés des infirmières diplômées. Dans un train sanitaire stationné à l'ouest de Reims, la jeune infirmière Marie-Gabrielle Mézergue soigne des cohortes de blessés en provenance de Verdun. Les évacuations de blessés sont incessantes. On fait les pansements à la va-vite. Il y a tant à faire. Plus de bandes, plus d'anesthésiques, plus de désinfectants. Ces hommes, maintenant souillés, couverts de poussière et de sang, vêtus d'uniformes en loques, troués par des balles, gémissent ou se plaignent douloureusement. Figure exemplaire de la Grande Guerre, Marie Curie, double prix Nobel de physique et de chimie, se met, elle aussi, au service des blessés. Dès le mois d'août 1914, elle prend tous les risques pour acheminer elle-même la technologie de rayons X sur les lignes de front. L'organisation de la radiologie de guerre
a absorbé tout mon temps. L'emploi des rayons X sauve la vie à de nombreux blessés en permettant leur examen rapide et complet. Il épargne des infirmités ou de longues souffrances. J'ai fait moi-même l'examen radiologique de plus de 1000 blessés. J'ai eu le bonheur de contribuer directement à sauver des vies, d'apporter un soulagement aux souffrances supportées avec tant de patience et de courage. Autre figure féminine de la Grande Guerre, Marie Marvin. Première femme au monde engagée dans l'aviation militaire. Elle effectue des missions de combat aérien. Mais Marie n'est pas seulement aviatrice, elle est également infirmière diplômée. Ayant appris la valeur de la rapidité d'intervention, je me suis demandé pourquoi ne pas transporter les blessés et les malades en aéroplane. Marie Marvin deviendra la conceptrice de l'aviation sanitaire, des ailes qui sauvent. Elle est promue officier de la Légion d'honneur en 1949. Héroïne moins connue de la Grande Guerre, la cantatrice Nelly Martil abandonne sa carrière pour s'engager dans l'armée comme infirmière. Surnommée la Fée de Verdun, elle n'hésite pas à secourir les blessés en première ligne et entonne régulièrement des chants patriotiques pour remonter le moral des troupes. 2 fois gazée, 3 fois blessée, Nelly Martil reçoit la Légion d'honneur en 1920. Après l'armistice, les exploits féminins tombent peu à peu dans l'oubli.
Les artistes et les intellectuels sont massivement mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Une grande partie de l'élite des nations a été sacrifiée. Le célèbre violoniste autrichien Fritz Kreisler exprime l'état d'esprit des combattants de l'époque. Dès que la guerre commença, la dernière chose à laquelle je pensais, c'est que j'étais violoniste. À côté de moi, il y avait un prince, un sculpteur, un mathématicien, un professeur, et personne ne demandait ce qu'on avait été. On oubliait tout, sauf le travail qu'on avait à faire. Pourquoi exigerais-je l'immunité artistique? De Charles Péguy à Guillaume Apollinaire, de nombreux écrivains et artistes de toutes nationalités, parfois célèbres, seront tués ou blessés. Écoutons un extrait du Chant de l'honneur du poète Guillaume Apollinaire, blessé à la tête par un éclat d'obus et emporté par la grippe espagnole en novembre 1918. Depuis 10 jours au fond d'un couloir trop étroit, dans les éboulements et la boue et le froid, parmi la chair qui souffre et dans la pourriture, anxieux, nous gardons la route de Tahur. J'ai plus que les 3 cœurs des poulpes pour souffrir. Vos cœurs sont tous à moi. Je sens chaque blessure. Ô mes soldats souffrants, ô blessés à mourir. Transformé à jamais par son expérience de soldat, le peintre cubiste Fernand Léger écrit à un ami. Je suis sûr que cette guerre-là m'aura appris à vivre. Je crois que je ne gaspillerai plus de minutes comme je l'ai fait des mois entiers, parce que je verrai les choses dans leur valeur vraie, absolue. Je connais la valeur de chaque objet. Tu entends, Louis, mon ami? Je sais ce que c'est que du pain, du bois, des chaussettes. Et le sais-tu, toi? Non, tu ne peux pas savoir cela, car tu n'as pas fait la guerre. Sais-tu ce que c'est que de sentir la peur te prendre à plein corps et t'arracher d'un abri sûr pour te foutre dehors, à la mort, comme un imbécile? Non, tu ne peux savoir cela. Tu n'as pas fait la guerre. Toi, tu vas rester un homme d'avant la guerre. Et ce sera ta punition, Louis, mon vieil ami. Et moi, malgré mes 34 ans, malgré ma vie déjà commencée comme mon œuvre, et que cette tragédie a cassé en deux, je suis tout de même encore assez jeune, assez vivant pour être moi aussi, si le Dieu de ma mère me le permet, pour être, tu entends, pour être de la grande génération d'après la guerre.
courage. Donnons la parole au jeune et clairvoyant capitaine Charles de Gaulle. En octobre 1918, il écrit « Est-ce que la France oubliera si vite, si tant est qu'elle n'oublie jamais, 1 500 000 morts, son million de mutilés, Lille, Dunkerque, Cambrai, Douai, Arras, Saint-Quentin, Laon, Soissons, Reims, Verdun détruits de fond en comble? Est-ce que les mères qui pleurent vont soudain sécher leurs larmes? Est-ce que les orphelins vont cesser d'être orphelins, les veuves d'être veuves? Est-ce que des générations durant, dans toutes les familles de chez nous, on ne se lèguera pas les souvenirs formidables de la plus grande des guerres, semant au cœur des enfants ces germes de haine, de nation que rien n'éteint? Chacun sait, chacun sent que cette paix n'est qu'une mauvaise couverture jetée sur des ambitions non satisfaites, des haines plus vivaces que jamais, des colères nationales non éteintes. Chantons ensemble la Marseillaise.